Donc ici, le code CSS, disposition des blocs. On avait normalement vu la disposition par défaut, hein, d'accord? Je vais quand même faire un bref, enfin, disposition par défaut, ainsi qu'après manuel et automatique. Je vais faire un bref rappel. Pensez bien que lorsque vous avez affaire à des balises, il y a généralement ce qu'on appelle des balises parents et des balises enfants, d'accord? Par exemple, ici, vous avez une section, balise section dans laquelle j'ai des balises div. Et balises div par rapport à la balise section, ce sont des balises enfants. Alors que la balise section, elle sera conteneur par rapport à ces trois balises. Comme elle contient ces trois balises, c'est entre guillemets un conteneur. De même, la balise body est un conteneur de la balise section, etc., etc. Ensuite, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles de balises. Les balises de rendu CSS block et de rendu CSS inline. D'accord? Vous pourrez manipuler correctement que ce premier type de balise. Ce second type de balise sera beaucoup plus difficile à manipuler. Donc les balises blocs se placent par défaut l'une en dessous de l'autre. D'accord? C'est-à-dire comme c'est le cas ici. Elles occupent toute la longueur de l'espace du bloc parent dans lequel elles sont. Alors que les balises inline se placent par défaut l'un à côté de l'autre. Donc l'un juste derrière l'autre si vous préférez. Par contre, il faut savoir qu'il y a des balises inline qui peuvent être remises en balises bloc, hein. Mais ici et là, j'en dirai pas plus. Et ça ne marche pas à tous les coups, surtout. Donc ce que je vais vous demander, hein, simplement ici, c'est de prendre votre éditeur préféré. Donc, soit vous prenez l'éditeur comme a conseillé votre camarade qui s'appelle Bracket, si j'ai bonne mémoire, ou soit vous prenez Notepad. De mon côté, je continue avec Notepad, mais pensez bien que les deux se valent, hein. D'accord? Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais créer une page web avec du HTTP et du CSS. Pourquoi, selon vous, je ne mets pas d'espace ici, entre page et web dans ce dossier? En fait, c'est surtout parce que quand je mets des espaces, parfois les navigateurs se perdent. Retenez qu'en général, en informatique, on évite les espaces et les accents. Comme d'habitude, je vais créer mes deux fichiers, HTML et CSS. Non, c'est index.html et style.css. J'ouvre tous les deux avec, voilà. Et je vais également ouvrir index.html avec Firefox. Et voilà. Donc, je mets juste ça en bas. Voilà. Donc, je copie la partie qui est là. Savoir pourquoi il y a un bug. Je vais pas chercher à savoir pourquoi. Ah, je sais pourquoi, ok. Voilà. Je prends également la partie CSS qui est là. Ensuite, je recharge la page et voilà. Donc ça, normalement, vous savez faire, hein. Vous vous rappelez de ça? Ça, vous savez faire. Donc ça, c'était ce qu'on avait déjà vu ensemble. D'accord? Donc on a notre éditeur d'un côté, on a notre rendu de l'autre.
Et nous, on va travailler surtout justement sur le style.css. Pour le positionnement, on avait normalement déjà vu le positionnement par rapport à un positionnement manuel. Est-ce qu'il vous faut un rappel pour le positionnement manuel? Oui? Est-ce que tu peux me montrer ce que tu as sur ton écran? Sinon, pour vous autres, est-ce qu'il faut que je fasse un rappel sur le positionnement manuel ou pas? De quoi? Manuel et automatique. En fait, ok. En fait, cette partie-là, normalement, je pense pas la revoir. Je vais juste voir, par contre, cette partie-là que j'avais pas remplie la dernière fois. Mais cette partie-là, normalement, on l'avait déjà vue ensemble. J'ai pas grand-chose à dire en plus. Après, j'avais fait des fautes quand même dans cette partie-là. D'ailleurs, il y a encore une faute là qui traîne. Mais les fautes qui sont là, je les ai corrigées. Et maintenant là, tout est clair. D'ailleurs, lisez ça bien. Je vous le conseille. Je sais pas pourquoi, hein. J'ai ton écran. Ok. Je... Non, non, c'est bizarre. Je vois pas le. Attends. Vas-y. Non, c'est bon. Je vois, je vois. Par contre, je t'avoue que là, en fait, c'est pas du tout ce qu'on fait. Montre-moi le fichier, le code de index1.html. Par contre, je reste pas plus de 2 minutes dessus, hein, pour ne pas déranger tes camarades. Donc, sinon, pour vous autres, est-ce que ça marche? Ça, vous avez pu le mettre en place. Si c'est le cas, entraînez-vous maintenant à mettre des dimensions, d'accord, et des bordures. Faites en sorte de mettre des dimensions et des bordures sur chacun des éléments qui sont là, d'accord, ainsi que des marges. Je n'ai toujours rien, Nijou Karasi. Oui, je vois la fenêtre, mais je vois pas le code source. Moi, je veux le code source. T'as bien fait partager l'écran. T'as fait partager l'application. T'as fait partager l'application. Ben non. Donc, pour vous autres, par exemple, hein, si je prends le bloc 1 qui est là, le bloc 1, je veux par exemple le rendre plus petit. Donc là, il prend toute la taille de son conteneur. Ouais, juste si vous ne saviez pas, l'encadré là, c'est le conteneur, hein, d'accord? D'ailleurs, je l'ai bien mis, j'ai mis les bordures pour le conteneur exprès pour ça, que je vais pour le coup enlever. Donc, je veux par exemple appliquer une taille, pourquoi pas, hein, sur le conteneur. Je peux le faire. Tac. Donc, par exemple, je ne sais pas, je veux qu'il fasse 50% de large et je veux qu'il fasse 100 pixels de haut.
J'oublie pas mes points-virgules, j'enregistre, je recharge, et voilà. D'accord? Donc on a bien quelque chose qui fait 50, comment dire, 50% de large. Par contre, pour les 100 pixels, on voit pas forcément ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'il peut être intéressant de rajouter les bordures. Donc pour ajouter une bordure, c'est super simple. On regarde le cours, ce qui est marqué en bas. On a soit margin pour la taille de la marge extérieure, padding pour la taille de la marge intérieure, d'accord? Margin, padding. Et enfin border pour la taille de la bordure elle-même. Donc, on va mettre border. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux autres propriétés? On a border style qui nous donne la propriété que l'on souhaite. C'est-à-dire ici, mettre une bordure. Par exemple, solide. J'enregistre, je recharge, et voilà. Et je vois bien que j'ai 50% de large et 100 pixels de long. Faites déjà ça pour moi, s'il vous plaît. C'est normal que ça marche pas, Ninju Karashi. Tu as mis pour la référence de ton fichier, tu as mis comme référence, en fait, style.cas. Tu es d'accord avec moi? Or, ton fichier, comment il s'appelle? Sans le S. Enregistre, relance la page. Ça marche toujours pas? Mais voilà. Donc voilà le problème. De rien. Bon, est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Donc maintenant, je peux revenir au cours pendant que j'expliquais ce qu'il fallait à votre camarade. Quand vous avez affaire à un bloc, d'accord? Vous pouvez, à un code CSS qui peut être défini comme étant un bloc, hein, je sous-entends. Vous pouvez déterminer ses dimensions grâce à ces deux propriétés, pouvoir les placer par la suite où vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez que votre bloc ne fasse pas toute la longueur de la page web, vous pouvez très bien lui demander de faire que 50% grâce à lui. Vous pouvez aussi demander d'être plus grand ou plus petit que la normale. Il n'y a pas de problème. Par contre, pensez bien à une chose. Si vous utilisez lui, ces deux-là, en même temps que cela, vous risquez d'avoir quelques petits problèmes. Et ce, pour une raison simple. Quand on regarde ce qu'on a au-dessus, par exemple, hein, si on positionne un élément par rapport à son conteneur, on a left et right qui vont déterminer les tailles, les distances qu'il y a à droite et à gauche du conteneur. Mais si en même temps que vous déterminez ça, vous mettez par exemple une taille même pour le bloc, vous comprenez bien que le code CSS, il ne saura pas trop quoi faire. Est-ce que je respecte la taille du bloc, donc la taille de là jusqu'à là, ou est-ce que je respecte l'espacement par rapport au conteneur? Donc faites bien attention à ne pas mettre n'importe quelle propriété. Parce que si vous mettez plusieurs propriétés en même temps, il se peut parfois qu'il y ait des conflits. Et que donc vous n'obteniez pas du tout ce que vous souhaitez à la base. Ensuite, il faut savoir qu'un bloc peut, entre guillemets, avoir des marges. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut définir des marges extérieures au bloc, des marges intérieures au bloc, c'est-à-dire par rapport au texte qu'il y aura dans le bloc. On peut également définir ce qu'on appelle une bordure. Soit on utilise ces propriétés-là pour la marge extérieure, soit on utilise ces propriétés-là pour la marge intérieure, on utilise ces propriétés-là pour la bordure, ni plus ni moins. Mais pourtant, vous allez voir qu'il y a des choses un peu bizarres. Par exemple, margin qui est là, padding et border, ce sont aussi des propriétés. En vérité, ce qui se passe, c'est que soit vous mettez la propriété, comment dire, soit vous mettez en fait la propriété particulière que vous voulez modifier,
Par exemple, ici, là, vous voulez modifier la taille de la bordure. Donc, vous mettez la propriété globale. D'accord? Dites-vous bien que border, padding et margin sont des propriétés globales qui englobent toutes les propriétés qui sont là. Ça et ça. Un exemple tout simple. Si vous voulez simplement écrire ceci, d'accord? Donc, on va utiliser trois propriétés qui sont là, alors définies à chacune des valeurs. 25 pixels, blue et solide. Je peux très bien décider de le marquer comme ceci et faire ce qu'on appelle un résumé. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde, globalement? Est-ce que ça, vous saurez le faire par vous-même? Ce n'est pas difficile en soi, hein. Vu que je n'ai pas de réponse, je suppose que oui. Donc ça, c'est bon. Voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière partie qu'on va appeler l'animation. Avec les pseudo-classes, les transitions et les keyframes. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Ok. Donc, jusqu'à maintenant, hein, ce qu'on a vu, c'était le CSS intégration dans l'HTML, le CSS et les règles de base. On vient de voir et de finir le CSS et la disposition des blocs. Donc, si cette partie-là, j'ai été trop vite dessus, ou si j'ai des choses qu'on n'avait pas forcément compris, vous me le dites maintenant. Et maintenant, on va voir cette partie CSS et animation. Et pensez bien qu'il y a trois types d'animation. Animation via les pseudo-classes, animation par rapport aux transitions et animation par rapport aux keyframes. D'accord? Tout d'abord, les pseudo-classes. On utilise les pseudo-classes lorsqu'on veut faire des animations par rapport à des événements. Un exemple tout simple. Quand vous allez sur un site qui est super bien fait, qui a beaucoup d'animations et tout, quand vous allez vouloir cliquer sur un bloc, vous allez voir que le bloc va s'animer de lui-même. Par exemple, ici, là, si je vais sur présentation, je vois bien que présentation se met en souligné. D'accord? Ça, c'est lié à ce qu'on appelle une pseudo-classe. Ça veut dire qu'il y a une pseudo-classe qui dit à ce bloc, maintenant, quand ma souris est dessus, toi, tu te soulignes. Et voici les différentes pseudo-classes qui existent. Donc, cette pseudo-classe-là s'active que lorsque l'état... Non, j'ai oublié de vous dire un truc. Il faut aussi savoir cependant qu'il y a des pseudo-classes qui ne sont utilisables que sur des liens. Donc, ces pseudo-classes ici, là, ne sont utilisables que sur des liens. Donc, qui amènent vers d'autres sites, par exemple. Alors que d'autres pseudo-classes sont utilisables par plus de balises. Comme par exemple la balise qui définit ce qui est en haut, balise div, etc., etc. D'accord? Donc, ces deux pseudo-classes, par exemple, vont donner l'état du lien, s'il a été visité ou pas. Ces trois pseudo-classes, eux, vont donner l'état du bloc si ce dernier est cliqué, si il a été activé ou s'il est simplement survolé. Après, sachez bien que ces éléments-là sont largement suffisants à connaître, hein. Par contre, pour le coup, cela, il faut les connaître par cœur. Mais c'est largement suffisant à connaître. Ceux-là, là, vous n'avez pas du tout à les connaître, ce n'est pas la peine. D'accord? Juste cela suffisent largement. On va prendre un exemple. Exemple de pseudo-classe. Ici. Par exemple, hein, ici, là, on a entre guillemets ce qu'on appelle un bloc de lien qui est là. Je copie tout le code. Ah oui, j'ai oublié de... Non, même pas. Je copie tout le code. Comment? Quelle classe? Ah, pseudo-classe.
Ben, en fait, oui, j'avais déjà mis le lien plus haut. Tiens. Ah, ok, j'ai pas vu que ton PC avait un problème de game. Donc, s'il y a toujours un problème, tu me dis, je fais une petite pause pendant quelques instants pour toi. Bon, donc je vais prendre ce code, d'accord? Je copie ce code et je vais le coller ici. CTRL A, CTRL V. Et j'enregistre. Je vais juste agrandir, voilà. Qu'est-ce qu'on remarque déjà par rapport à ce code? Qu'est-ce que vous pouvez déjà voir par rapport à ce code? Tout le monde. Par exemple, ici, là, déjà, style là, ça signifie quoi? Le style qui est là signifie quoi? Pour rappel, le style qui est là signifie qu'on intègre du code CSS directement dans le code HTML. D'accord? Un truc là signifie j'intègre directement du CSS dans l'HTML. Ensuite, cette ligne-là signifie quoi? Que tous les blocs, voilà, au bloc A. Plutôt aussi, c'est le bloc A. En fait, ça, ce sont des commentaires pour toi. Je vais effacer les commentaires. Mais voilà, en gros, je donne la couleur noire au bloc A. Et maintenant, si on regarde le cours par rapport aux pseudo-classes, je vais effacer tout ce qui est là. Je le remettrai après. Que signifie la partie suivante? Ça signifie quoi? Le lien, s'il n'a pas encore été visité. Très bien. Mais s'il a été visité, je le mets en, c'est-à-dire en. Très bien. Ensuite, cette ligne-là signifie quoi? Très bien. Et celui-ci, si on clique dessus. Très bien. Et on voit bien qu'à chaque fois, ça s'applique sur la balise, sur le bloc A. Donc, pour appliquer une pseudo-classe, c'est super simple. Vous prenez le sélecteur de votre choix, que ce soit une balise, que ce soit un ID, que ce soit une classe, et vous ajoutez juste derrière la pseudo-classe. D'accord? Et donc maintenant, si j'enregistre la page, faites la même chose que moi, hein, par contre. Si j'enregistre la page et que je relance la page sur mon navigateur, voilà ce que j'obtiens. Pourquoi, selon vous, ce n'est pas noir ici? Pourquoi A n'est pas noir, selon vous? Qu'est-ce qui a marqué là? Très bien. C'est un lien. Et comme c'est un lien et qu'il n'a pas encore été visité, il se met en mode par défaut, donc en bleu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je passe mon curseur dessus? Très bien. Et si je fais maintenant un clic droit, ah, il n'a rien fait cette fois-ci. Dommage. Je verrai pourquoi, mais il aurait dû se mettre en rouge normalement. Je vais peut-être tenter. Ah voilà. Ici là, il se met en rouge. Donc voilà, là, je clique sur le bloc, il se met en rouge. D'accord? Cependant, par contre, maintenant, si je clique vraiment dessus, voilà, et que je reviens après sur ma page initiale, il est devenu violet. Par contre, voilà. Juste pour information, cependant, ces deux pseudo-classes-là, link et visited, ne sont utilisables que sur des liens, d'accord? Donc sur des blocs A. Alors que ces deux-là sont utilisables sur des blocs
sur tous les blocs qui existent en réalité. Un exemple tout simple. Si j'enlève ces deux-là et que je marque ici, pourquoi pas P, donc je remplace tout par des blocs P. Voilà. J'enregistre. Je recharge la page. Elle ne fait pas de modification, peut-être parce que... Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc j'efface ce qui est là. CTRL X, CTRL S. Je recharge. Et voilà. D'accord? Donc Over fonctionne bien. Et Active fonctionne bien également. Cependant, si je teste les deux là sur P, là, ça ne fonctionnera plus, hein. Je peux le remettre, puis ça ne fonctionnera plus. Juste une petite chose à savoir, cependant. Il y a un ordre à respecter. D'accord? Quand quand vous voulez utiliser pseudo classe en même temps, voici l'ordre que vous devez respecter. D'abord link, puis visited, puis over, puis active. Mais ce n'est pas la peine de tous les mettre, hein. Si par exemple vous voulez juste mettre active, vous mettez juste active. Mais si vous voulez en mettre plusieurs, il y a dans certains cas un ordre à respecter. Faites super attention à ça. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie? Ok, merci. Maintenant, on va passer aux transitions. Comme vous l'avez remarqué, les changements qui se font ici, c'est assez brusque, quoi. C'est pas beau. C'est moche. Et ce que vous voulez, vous, quand même, c'est avoir des petites animations, par exemple, je sais pas, des papillons qui volent ou je ne sais quoi. Pour ça, on va passer par ce qu'on appelle des transitions. C'est-à-dire qu'on va combiner les pseudo-classes qui sont au-dessus avec des transitions, comme ce qui est là. D'accord? Donc, les propriétés CSS de transition permettent le changement progressif d'un bloc entre deux événements. Par exemple, au lieu que je passe directement du noir vers le jaune, je passerai progressivement du noir vers le jaune, de l'état noir à l'état jaune. Ils sont placés de préférence dans le sélecteur sans pseudo-classe. C'est-à-dire que de préférence, si je dois placer tout ça, je le mets ici. D'accord? Dans P qui est là. On va faire un exemple. Attendez, on va faire une petite modification. Tac, tac. Pourquoi ça marche pas? Voilà. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Donc, on a, entre guillemets, cette partie-là, hein, qu'on va modifier. Je vais aussi enlever à nouveau cette partie-là. Et je veux qu'il y ait une transition entre ça et ça, ou ça et ça. Donc, tout d'abord, je marque transition. Deux points color. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une transition par rapport à la propriété color. D'accord? De color black à color yellow. Transition property, hein, autant pour moi. Transition property. Color. Ensuite, transition duration. Je vais mettre une seconde. Pourquoi pas? Et je vais laisser comme ça. J'enregistre. Je relance la page. Et voilà. Cette fois-ci, on a une transition. D'accord? Et si je clique, j'ai également une transition. Je peux même cliquer et partir d'ailleurs. Et voilà. Donc, une transition de là vers là, de là vers là, de là vers là, de là vers là, transition dans tous les sens. Et ce qu'il vous faut uniquement faire pour la transition de tous les sens, ça crache sur ton micro, Magin. Pour avoir une transition dans tous les sens, ce que je fais, je mets uniquement ces deux lignes de code dans le sélecteur qui n'est pas associé à une pseudo-classe. Ça va aller pour tout le monde? Ou c'était compliqué?
Ok. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir, si vous voulez savoir pourquoi il faut les mettre ici et non pas là où il y a une pseudo-classe, en voici la raison. Si vous le faites là où il y a une pseudo-classe, donc je déplace le tout que je mets ici. Ça, voilà, je ferme, j'enregistre, je relance. Vous voyez que cette fois-ci, qu'il n'y a pas la transition partout. Et la transition, lorsque je vais vers la pseudo-classe, donc lorsque je suis dans cette situation-là, mais lorsque je reviens à la situation de départ, il n'y a plus de transition. D'accord? Donc, de préférence, ces parties-là, mettez-les toujours ici. Et si vous voulez un exemple, vous avez des exemples en bas. D'accord? Donc, c'est simple à faire. Vous copiez. Vous savez pas copier. OK. Ah oui, il faut recharger la page. Bon, je ferai ça après. Je colle, j'enregistre, je relance. Et voilà. En sachant ici que chaque transition, je crois que chaque transition se fait par rapport à... Ah, ok. Chaque transition, en fait, a un effet différent, hein, d'accord? Donc là, vous avez une transition 1, dont l'effet est simplement de changer de couleur. Vous avez une transition 2, dont l'effet, ce sera cette fois-ci de faire bouger le bloc. Voilà. Et vous avez une transition 3 qui corrige les défauts de la transition précédente. Parce que ici, là, si je passe ma main sur le bloc, qu'est-ce qui se passe? Le bloc a tendance à revenir tout seul. Et ça, la raison est simple, hein. Ce bloc-là a comme ordre, si ma souris est dessus, il va vers le côté. Sauf qu'à un moment donné, il n'est plus sur la souris. Donc du coup, il revient à sa place initiale. Et pour corriger ce petit défaut, j'ai mis une autre transition pour vous. Voilà. Donc on a parlé de ceci. Ceci, là, ce sont juste des transformations, hein. D'accord? Si vous en voulez un exemple, non, je remets ça en place. Voilà. Donc supposons maintenant que moi, ce que je veuille, c'est pas forcément que le truc change. Attendez. Non. CTRL S. Supposons que ce que je veuille maintenant, c'est qu'il ne change pas uniquement de couleur, mais je veux aussi qu'il puisse se tourner sur lui-même. Supposons, hein. Je veux que ce truc-là puisse tourner sur lui-même en plus de changer de couleur. Je vais utiliser ce qu'on appelle des propriétés de transformation. Avec transform, par exemple, rotate. Donc si j'écris ici, CTRL C, CTRL V, transform rotate 0 degré. D'accord? Point virgule. J'écris après pour le hover, pourquoi pas. Color yellow. Et transform rotate 10 degrés. Allez, on va même mettre un peu fou, on va marquer 30 degrés. Et enfin, quelle est la modification qui me reste à faire? J'ai ici la deux transformations. Quelle est la modification qui me reste à faire? Si vous voulez la réponse, j'enregistre, je relance. Ah, elle n'apprécie pas forcément. Attendez, je vais peut-être faire comme ça simplement. Je relance. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Personne? À simplement dire de mettre la transition, pas que sur color, mais aussi sur transform. Donc vous mettez à la chaîne color espace transform. Vous enregistrez, vous rechargez la page et voilà. Pour rappel, hein, s'il s'affole, c'est uniquement parce que si là n'est pas dessus, il revient à sa position initiale.
D'accord? Est-ce que cette partie-là, ça va pour tout le monde? Ok. Il ne nous reste plus que la partie keyframe à voir, qui est là. Et on aura fini pour la partie CSS et je reviendrai plus dessus. Que je cherche, voilà. Ah oui. Donc les keyframes. Ce qu'on a vu là, c'est très bien, hein. Sauf que parfois on peut vouloir des animations qui sont un peu plus complexes, d'accord, plus compliquées. Et pour les animations plus compliquées, on utilise ce qu'on appelle des keyframes. Les keyframes. Et d'ailleurs, les keyframes peuvent s'exécuter sans avoir besoin forcément de pseudo-classes. Les keyframes permettent la réalisation d'animations complexes d'un état à un autre. Pour cela, on utilise la propriété CSS animation associée à une directive CSS keyframe à l'aide d'un nom. D'accord? Je vais vous donner un exemple tout simple. Je vais maintenant effacer tout ça. Juste, attendez, sauf le color égal black. Je vais laisser color égal black. Et tout effacé. Disons que je souhaite avoir une animation continue entre le noir et le jaune. Vous voyez comme les blocs téléchargés quand vous allez sur des sites pas très sympas. Et qu'ils mettent 300 blocs téléchargés au lieu d'un seul. Donc j'ai simplement fait en fait un bloc clignotant ici. Entre black et par exemple blue, pourquoi pas. Donc je mets color 2.black et je vais mettre animation name. Par exemple, anime. Point virgule. Animation duration. Par exemple, une seconde, pourquoi pas. Et animation, où est-ce qu'il était? Direction. Donc, celui-là, je vais le mettre. 2 points normal. Et il m'en manque un, voilà. Animation iteration count. Je vais mettre 5. 2.5. Point virgule. Donc là, en fait, j'ai commencé à paramétrer l'animation pour le bloc P qui est là. D'accord? Donc tous les blocs P dans le body auront l'animation qui est déterminée par ces éléments-là. Mais il manque encore le keyframe anime que je n'ai pas encore écrit. Et je vais l'écrire juste en haut. Donc, espace, arrobase keyframe, slash, voilà. Et là, je vais mettre dedans mes animations. Et je les mets comment? Avec ce qu'on appelle des pourcentages. Ah, je ne l'ai pas écrit ici, j'aurais dû l'écrire ici. Mais voici un exemple, hein, si vous en voulez un exemple. D'accord? Par exemple, on va écrire 0%. Color black. 50 pour, non plutôt, allez, 40%. Color blue. Et 100% color red. Et j'ai oublié une petite information sur keyframe, c'est OK, anime. Voilà. Et d'ailleurs, si je veux simplifier cette écriture, je peux le mettre simplement en ligne pour que vous puissiez voir tout l'ensemble. Là, j'ai fait une petite faute que j'ai corrigée.
Et voilà. Donc je répète. J'ai ici un sélecteur sur les balises P. Et je souhaite animer toutes les balises P de ma page web. Pour ce faire, je vais donner plusieurs propriétés qui sont liées à l'animation, que je vais notamment relier ici à un keyframe qui s'appelle anime. Et dans un keyframe anime, j'écris ce que je veux comme animation. Et maintenant, on enregistre et ensuite on lance. Et ça ne marche pas parce que j'ai fait quoi comme faute? Peut-être ça qu'il me faut enlever. Je relance. Il y a toujours une faute. La faute vient d'où? Ah oui. Je corrigerai ici aussi. Hein. Keyframe, c'est avec un S. Hein. Si vous ne mettez pas d'S au keyframe, ça ne marche pas. CTRL S et je relance. Et voilà. Et ça l'a fait 5 fois. Je peux très bien lui demander de faire une infinité de fois. Donc, est-ce que ça, vous sauriez le refaire par vous-même? Je mettrai quelques indications supplémentaires ici, mais est-ce que ça, vous sauriez le refaire par vous-même? Personne? Oui. Donc, n'oubliez pas, hein, juste pour faire un rappel, quand vous voulez animer un élément, quel qu'il soit, vous devez mettre des caractéristiques par rapport à la propriété animation dans l'élément en question, et vous devez à côté créer la keyframe correspondante. Donc là, l'animation name, c'est anime. Donc, du coup, je crée la keyframe par rapport au nom anime. Et je mets ce que je veux à l'intérieur. Si je reprends l'exemple qui est là, copier, voilà, j'enregistre et je vais recharger la page. Voilà ce qu'on a. Et si on lit d'ailleurs ce qu'on a dans le document qui est ici, donc on a bien fait déterminer les paramètres de notre animation et après transform translate x, transform translate x et transform translate rotate. Voilà. En gros, ici, il translate à la position 0, il se met au départ. Ici, il translate à la position 150, il a bougé de 150 par rapport au départ. Et ici, il reste à 150 et en plus, il fait une rotation de 30 degrés. Et que ça va aller pour tout le monde. Donc, si j'ai pas de réponse, ok, d'accord. Donc, je suppose que ça va aller pour tout le monde et que je peux maintenant vous interroger sur tout ça. Voilà, la vie est bien faite. Donc, maintenant, dites-vous bien une chose. Tout ce que vous devez voir sur le code HTML et le code CSS,